c'est tout. 3 décembre 2025. Nous sommes dans la 4e année, jour 283. Depuis le début de l'invasion totale. Soyez les bienvenus, je vous salue. Voici le rapport de situation quotidien. Avant de jeter un œil à la situation en Ukraine, permettez-moi de vous poser rapidement une question. Le ressentez-vous déjà ? Ressentez-vous que l'espace aérien au-dessus de vos têtes est devenu un peu plus sûr ? L'Allemagne déploie actuellement ses nouveaux systèmes d'interception Aero 3. C'est aussi le premier déploiement du système de défense antimissile exo-atmosphérique hors d'Israël. Le coût d'acquisition s'élève à environ 3,6 milliards de dollars américains, ce qui, comparé à d'autres systèmes, n'est en fait pas si cher. Aero 3 est conçu pour détecter et détruire les missiles balistiques entrant bien au-delà de l'atmosphère, jusqu'à la basse orbite terrestre. En urgence, il peut aussi cibler des objets en orbite basse. L'arrivée de la Bundeswehr comble une lacune majeure dans la défense aérienne et élargit la protection de grandes zones de l'espace aérien. Nous n'avons ni armes nucléaires, ni assez de munitions, ni suffisamment de soldats. Et dans la population, l'appel au réveil ou le cri d'alarme pour investir davantage dans ce domaine n'existe pas vraiment encore. Mais nous sommes en fait le premier et jusqu'à présent le seul pays d'Europe capable d'intercepter des missiles déjà dans l'espace. Cependant, il faut dire que cela ne suffit évidemment pas. Ils sont attaqués par des drones, des missiles et des missiles de croisière. Et ils disposeront de plus de mesures actives que nous. Donc si jamais nous devions nous retrouver en guerre, ce que nous avons actuellement ne suffirait absolument pas à leur enlever ne serait-ce que l'illusion d'un espace aérien sécurisé. De nouveaux combats sont signalés près de Kupiansk. Les Ukrainiens lancent à plusieurs reprises des attaques et tentent de repousser les Russes hors du centre-ville. Plusieurs combats sont signalés principalement du côté ouest de la ville. Les Ukrainiens tentent de repousser à nouveau les Russes jusqu'à la limite des eaux, où la 116e brigade de fusiliers motorisés défend. Les attaques sont assez récentes. Des premiers rapports se signalent que les Ukrainiens ont repris certaines zones, mais d'autres déclarations semblent contredire cela. J'attends encore 1 ou 2 rapports jusqu'à ce que le brouillard de la guerre se dissipe, et qu'il y ait quelques nouvelles informations sur les combats ici, et peut-être aussi sur leur issue. De sorte que nous puissions examiner dans ce secteur comment l'attaque s'est déroulée et comment évaluer son succès. Un drone a frappé un dépôt de pétrole russe à Tambov, provoquant un violent incendie. Au fait, au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, depuis environ 2 ans, les Russes essaient de ne plus éteindre les dépôts de pétrole touchés, parce que les pompiers manquent généralement de l'équipement nécessaire et qu'à cause de la guerre, presque plus rien n'est acheté. 40% du budget de l'État seront directement consacrés à la guerre l'année prochaine. Cela montre que nos préoccupations dépassent les dépôts en feu, même si ceux-ci causent des pertes financières. Surtout pour les compagnies pétrolières qui traversent actuellement leur période de souffrance la plus intense. Selon Euronews, Steve Witkoff et Jared Kushner, envoyés de Trump, ont annulé à la dernière minute leur réunion avec Zelensky. Selon des sources proches du Kremlin, tous deux souhaitaient retourner directement à Washington après les entretiens avec Poutine, sans effectuer de suivi avec la partie ukrainienne. Politiquement, ces images sont désastreuses. Écouter Moscou sans renforcer l'autre camp, évidemment. La prééminence de son interprétation affaiblit la position de Kiev et sape surtout le rôle de médiateur crédible. Pour la propagande russe, c'est plutôt un cadeau, car ils peuvent désormais prétendre que les États-Unis les écoutent et n'ont personne d'autre à qui parler. Pour l'Europe, c'est un avertissement. Les décisions en matière de sécurité et d'aide ne doivent pas dépendre de questions de relations publiques, mais de la situation sur le front et de la résilience en Ukraine. L'annulation de la rencontre entre Witkoff, Kushner et Zelensky pourrait cependant être interprétée différemment. En effet, ils ont peut-être quitté le Kremlin sans avoir rien accompli, sans pouvoir transmettre quoi que ce soit à Zelensky, car ils n'ont pas réussi à communiquer ou élaborer quoi que ce soit, puisque les discussions avec les Russes n'ont de nouveau abouti à aucun succès, et cela est effectivement très probable. Quoi qu'il en soit, selon les États-Unis, il ne faudrait pas laisser les Russes contrôler l'interprétation de leurs actes. N'hésitez pas à vous abonner gratuitement si ce n'est pas déjà fait. Ainsi, vous contribuez à maintenir la qualité des vidéos. Merci beaucoup pour cela. Le 3e corps d'armée dément les rapports faisant état d'une prétendue percée russe à Liman. Le chef d'état-major russe avait informé Poutine de leur avancée dans les secteurs des 63e et 60e brigades après avoir ouvert une brèche. Mais sur place, la situation est différente. Les forces russes tentent toujours de pénétrer dans la ville.
En effet, chez Lassan, il a été signalé qu'il devrait quand déjà être dans la ville, donc ici, alors que la ligne de front se trouve à peu près ici. Donc à peu près... Maintenant, on peut mesurer. Depuis le centre du village, à peu près vers l'est, il y a un peu moins de 11 km. Ici aussi, c'est 11 km là-haut, c'est même presque 12,5 km. Donc peu importe la direction que je prends, c'est pratiquement impossible. Même si nous disons que depuis la ligne de front, les Russes, disons, contrôlent une zone grise jusqu'à la moitié, donc 50%. Ensuite, je suis toujours à environ 6 km dans la zone suivante, là où les Russes pourraient se trouver, mais en aucun cas dans la ville. Il y a certes des attaques continues de petits groupes qui essaient pour moi d'entrer ici. Aussi d'une façon de contourner les faubourgs, donc ces villages près de Tversky, sur la jetée ou là-haut. Cependant, rien n'est actuellement dans la ville. Un soldat russe a expliqué comment les Ukrainiens ont récemment obtenu des informations sur les positions russes. Il remercie à cette occasion le correspondant militaire russe Timo Yamakov qui a publié les positions de ses propres hommes sur Telegram. Grâce à cela, les Ukrainiens ont pu les repérer, les capturer comme prisonnières de guerre, ce qui leur a permis d'échapper à la mort. Il a ensuite ajouté qu'il devrait continuer à publier des positions afin de sauver d'autres soldats de la mort. C'est probablement une déclaration que les Ukrainiens lui ont imposée. Je pense qu'il ne publiera plus de positions à l'avenir. Indépendamment de cela, la situation reste bien sûr dynamique. On ne peut pas parler d'une prise sécurisée. La carte de la situation montre clairement une réalité différente de ce que les Russes prétendent. À Pokrovsk, la situation est sur la suivante. Les Russes ont également conquis le dernier morceau dans le secteur sud, que j'avais marqué ici il y a quelque temps. Vous vous souvenez de la ligne pointillée en bas? C'est le secteur sud en rouge et en haut, le secteur nord en bleu. Il suit exactement la voie ferrée qui traverse la ville ici. Les Russes ont presque totalement dominé ce tronçon. Dominer signifie dans ce cas que la zone est principalement sous contrôle russe. Il y a parfois des affrontements, surtout près de la ligne de contact. Cependant, on peut considérer que la présence ukrainienne dans ce secteur sud est désormais presque inexistante. Ils sont ici en haut dans le nord où les premières escarmouches ont déjà lieu, surtout près de la gare. Pour l'instant, retenons que le sud de la ville reste autant que possible sous contrôle russe. Ici, en haut, aux rampes nord, on se bat déjà. Voici la route en direction de la sortie de la ville, car ici, on ne peut plus sortir. Les Ukrainiens qui sont encore ici près de Mirnorad, ainsi que les Ukrainiens qui sont encore dans la partie nord de la ville. Ils quitteront très probablement la ville par cette route ici, puis tourneront à gauche pour sortir en direction de Rijne. Et bien sûr, la route est très fortement surveillée par les Russes, pas physiquement, mais avec des drones. Nous avons déjà vu ici, à la Punaise Rouge, ce que j'appellerais un cimetière de véhicules. Il est donc difficile de quitter la ville malgré une route encore ouverte. Mais cela était prévisible. Tout cela, c'est quelque chose qu'on aurait pu prévoir à l'avance et qu'on a peut-être aussi envisagé, mais dont on a accepté le risque. Pour des raisons que je ne peux pas mentionner ici, car je ne fais pas partie de l'état-major général ukrainien. L'Australie envisage de transférer à l'Ukraine les eurocoptères Tiger AHA retirés du service, selon Australian Broadcasting Corporation. Concrètement, il s'agit ici de jusqu'à 22 hélicoptères pour lesquels Kyiv avait déjà manifesté de l'intérêt. Le Tiger est aussi utilisé en Allemagne, France et Espagne, ce qui simplifierait formation, approvisionnement en pièces et maintenance. Si Canberra accepte, d'importantes révisions et des précisions sur l'armement seraient sans doute requises avant la livraison. Ce serait une avancée politique importante. L'Australie remplace le Tigre par l'AH-64E pour optimiser l'utilisation de sa flotte des JAH, et l'Ukraine recevrait ainsi également un moyen supplémentaire pour la reconnaissance armée. La chasse aux blindés en Ukraine implique un autre hélicoptère occidental. Merci notamment aux membres de l'Alge Krugna et au lieutenant-colonel Renek. Merci encore pour votre écoute. Abonnez-vous, likez, commentez, à la prochaine mise à jour.